Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier atelier pays du VAP Expo en ce lundi 22 septembre 2014. Nous allons commencer ce matin par le Royaume-Uni et je suis en compagnie de Catherine Devlin. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'ECITA, qui est l'association des professionnels de la cigarette électronique au Royaume-Uni. Oui, c'est ça. On se retrouve juste après. On a une petite présentation de la situation de la vape en Angleterre. Oui. Okay, I will try and stay in English. Donc, je vais parler en anglais, n'est-ce pas? Et nous avons... Okay. Voilà, de retour sur le plateau du VAP Expo pour parler du Royaume-Uni. Peut-être en introduction, Catherine, un petit mot par rapport à cet événement aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois la différence entre la vape au Royaume-Uni et en France? OK. Bon, alors, c'est génial. Cet événement est magnifique. C'est superbe. Tout ce qui se passe ici est génial et merci infiniment à vous tous d'avoir organisé cette manifestation superbe. C'est incroyable de voir tout ce que nous faisons, de voir les comparaisons entre les pays, l'implication des personnes et des gens. Et vraiment, je pense que, en fait, nous sommes une famille puisque nous sommes tous des vapeurs et on est tous là ensemble, on a tous le même objectif, la même ambition et nous voulons la même chose, n'est-ce pas? On veut travailler ensemble et ça c'est très important, c'est ça l'idée. C'est fantastique, c'est génial votre événement, merci beaucoup. Introduire nos propos concernant le Royaume-Uni, tu as préparé une présentation où tu vas nous faire un petit état des lieux de la situation de la vape au Royaume-Uni. C'est un PowerPoint, on pourra aussi discuter avec la salle. Voilà, je vous invite, si vous avez des questions à poser durant ta présentation, à nous interrompre, à t'interrompre. Il y a un micro qui circule. Et on va faire un petit état des lieux en complément des éléments que nous avons vus dans la présentation. Alors voilà, 2 millions environ de vapoteurs au Royaume-Uni, c'est à peu près l'équivalent de la France et on peut dire que ces deux pays, France et Royaume-Uni, sont les deux pays principaux en termes d'utilisateurs en Europe. In Europe, certainly, yeah. I mean, I think. Tout à fait, c'est bien cela. Et nous avons vraiment un parcours semblable et nous sommes à l'avant-garde, nous sommes les leaders, hein, si je puis dire, de ce monde. Absolutely. Bon. I should hope. Oui, absolument, nous avons une entente cordiale, tout à fait. Alors, très brièvement, juste pour voir un petit peu la situation, donc ce panorama. Et j'ai quelques petits diapos là pour voir un petit peu ensemble quelles sont les données qui sont disponibles. On a beaucoup de chance en fait au Royaume-Uni parce que on a vraiment des données que l'on peut partager, mettre en commun. Et ici, on a une situation où en effet la cigarette électronique a été reconnue comme non la même, enfin disons que différente de la situation de la cigarette normale. Et donc c'est différent. Attention, les deux activités
activités sont considérées comme différentes, donc dissociées. Et certains, justement, considèrent que, voilà, c'est une sorte de médicament alternatif ou de solution. Et donc aussi au niveau de l'utilisation, voir où nous sommes, et puis les données que nous avons ici dans la diapo, par exemple. En fait, qu'est-ce que c'est l'idée? C'est qu'on a toujours été intéressé dans la notion que quelqu'un commence avec la e-cig et arrête la cigarette normale. Et bon, alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ça peut être risqué. Mais en fait, ASH UK, donc cette situation, nous dit que, bon, pour les enfants, par exemple, et les jeunes, la cigarette électronique fait partie, enfin, comment dire, touche les gens qui ont déjà essayé de fumer. Bien sûr, il y a des gens qui l'utilisent, mais surtout, ce sont tous des fumeurs pour la plupart. Alors, peut-être que c'est bien, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc ensuite, tout ce qui concerne des nouvelles études de la semaine dernière, en essayant de voir que 1,8% des enfants qui sont des utilisateurs réguliers et 90% des occasionnels sont des anciens fumeurs. Et en fin de compte, ça a été très intéressant de voir que 91% des jeunes n'ont pas essayé, même pas une seule fois, malgré le fait que 80% des jeunes sont conscients de cela. Et donc, c'est vraiment une belle augmentation. On peut aussi dire qu'il y a un parallèle avec la France dans le sens où la cigarette électronique est exclusivement ou principalement destinée aux fumeurs et qu'il n'y a pas d'effet passerelle de la vape vers le tabac, hein, notamment chez les jeunes. C'est plutôt un outil qui va ringardiser le tabac. Exactly. And I mean, it's very difficult. Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau de l'industrie. Il faut être responsable et nous devons, en particulier en face des enfants et des jeunes, être clairs. Et puis, comme le professeur Ginston a dit il y a quelque temps, pourquoi est-ce qu'on devra limiter la réduction du mal, n'est-ce pas, auprès des jeunes, etc. Non, on doit... les gens qui ont commencé à fumer avant... 18 ans, par exemple, ont besoin d'aide aussi. Donc voilà, c'est pas facile. Il faut essayer d'aider les gens au mieux dans cette question morale complexe. La vente aux mineurs est interdite, hein, comme en France. Yes, but voluntary. Oui, tout à fait, mais c'est tout à fait volontaire. On n'a pas une loi qui rend cela obligatoire, mais c'est vrai que voilà, c'est en train de se développer. Mais... De manière légale, c'est en fonction du magasin. Oh, exact. Yes, Tout à fait. Ça dépend vraiment des personnes qui peuvent le faire ou pas. Et malheureusement, malheureusement, selon le cas, c'est pas obligatoire. Donc voilà. Bon. Au Royaume-Uni, vous avez des acteurs de santé très influents qui ont pris position pour la cigarette électronique, ce qui a pu aussi expliquer son développement, notamment M. Robert West, exactly. et puis l'association H, qui est référente sur la lutte contre le tabac au Royaume-Uni. Oui, tout à fait. On a beaucoup de chance. On a vraiment des experts au niveau de la santé et la marche anti-tabac. Et donc, ceci est très important. Ce sont des gens qui sont très, très impliqués dans cela. Et je dois dire qu'ils sont à connaissance de la situation. Et chacun, bien sûr, sait qu'on a besoin de plus en plus de recherche, mais il faut aussi dire que nous avons certaines données, bien évidemment. Et il n'y a pas de débat sur cela parce qu'il faut gérer au mieux la situation. Okay, so Donc, disais-je, le professeur a fait des études et il a pu mettre en relief certaines idées, surtout pour le gouvernement. Et en effet, il y a des réglementations qui reconnaissent que c'est pas des produits médicinaux, c'est pas des médicaments, mais il y a un engagement pour vraiment canaliser leur utilisation et voir comment promouvoir ou pas, d'ailleurs, les e-cigarettes. Donc, voilà, tout ce qui concerne ces aspects-là, et les données importantes. En fait, la cigarette électronique, quand elle se développe au Royaume-Uni, eh bien, est-ce que ça augmente ou ça fait baisser la cigarette traditionnelle? Ça, c'est une grande question. Donc là, on a ici certains scénarios qui peuvent être intéressants, c'est-à-dire que, vous le voyez, on peut avoir une croissance, n'est-ce pas, au niveau des données ici. C'est clair. Mais
on ne sait pas quelle sera la direction des deux courbes au niveau de l'augmentation, mais il y a une augmentation énorme au niveau des produits nicotiniques, tout simplement. Et cela est vraiment clair ici. On peut voir que tous les utilisateurs ont augmenté au niveau de la nicotine. Et donc là, attention, parce que c'est une tendance. Voilà. Ensuite, si vous regardez le fait qu'on a un déclin au niveau aussi des anciens fumeurs, il peut y avoir en effet une baisse, n'est-ce pas, ou des gens qui ont tout simplement arrêté, mais ça suffit pas, ça suffit pas. Et voilà ce qui se passe. Il y a des tendances, des gens qui, oui, c'est vrai, ils ont arrêté de fumer, c'est bien, mais le fait de quitter la nicotine, c'est pas nécessaire forcément, parce que la nicotine, c'est pas le problème, c'est la cigarette, enfin c'est la fumée, le fait de fumer qui est le problème. Et c'est ça la partie la plus difficile, si je puis dire, dans la démonstration. Parce que on peut voir les différentes positions et les possibilités présentes. Et donc, il y a eu en effet beaucoup de challenges, de défis qui ont été relevés. Et le professeur a été très scrupuleux et il a vu que les clés, les éléments clés étaient en effet liés à tout cela. Et c'est une révolution au niveau du support que nous offrons aux personnes, les uns les autres, une communauté. C'est incroyable parce qu'on réussit vraiment, somme toute, à créer un lien entre les personnes, entre les consommateurs, entre les communautés qui sont tous ensemble dans cette communauté, je dirais, fantastique, tout simplement. Et ça, c'est grâce à Internet. On peut communiquer tous ensemble dans le monde entier. On a développé ces aspects qui sont à disposition de tous. On peut trouver vraiment le support nécessaire. Et puis aussi, il y a une augmentation au niveau des services qui implémentent la cessation de la fumée, donc d'arrêter de fumer. Et voilà, c'est important de voir tout ce qui se passe. Donc, il faut voir tous ces aspects. Comme le professeur l'a dit, si on a le comportement avec le fait de passer ou pas à la cigarette électronique, c'est une bonne combinaison et voir un petit peu aussi quels sont les parcours. Donc, on a une augmentation au niveau du Royaume-Uni, dans la tendance à quitter, à laisser, à cesser de fumer. Et puis aussi, c'est un petit peu, enfin, comment dire, si on regarde le départ là de la courbe, c'est énorme si on se compare à il y a 30 ans, par exemple. Hein, c'est fou tout de même. Donc vraiment beaucoup de différences. Alors, ça, ce sont ses conclusions. Hein, encore une fois, c'est une étude bien précise que le professeur a faite. Et bon, voilà, il faut encore, bien sûr, voir quel sera le futur. Bon, ça, je vous laisse le lire par vos soins. Et donc, voilà, l'autre donnée que nous avons et que nous pouvons partager, c'est les membres, les gens qui ont participé à tout cela. Ça nous donne une direction du marché qui va loin. Certains des membres font partie des certains médias, mais il y a aussi des petites sociétés. Et donc, on a, je dirais, pas mal de données qui sont impliquées par an. Mais c'est pas... Alors, attention, ici, ce sont quelques exemples que nous pouvons donner. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces diagrammes, on a la seconde génération au niveau des articles, des produits. Donc, si on regarde ce qui est proposé, la grande majorité des articles par nos usagers, les utilisateurs, sont donc de cette deuxième génération. La première génération, c'est bien sûr important, mais comment dirais-je, ça a été remplacé par la deuxième génération. Et on en a parlé aussi avec Phil Bussardo et nos partenaires américains, mais c'est vrai que l'Angleterre était marquée par un marché différent de la France, dans le sens où il y avait beaucoup plus de Cigalike, de modèles première génération, vendus au Royaume-Uni par rapport à la France. Et aujourd'hui, c'est en train aussi d'évoluer dans le sens où les Cigalike sont en train de diminuer, remplacés par les deuxième génération et les mods. Yeah, and again, absolument, c'est ce qui se passe. Et c'est une question de formation, d'éducation, là encore, sur comment les professionnels, la santé publique a un rôle à jouer dans cela. Parce que c'est les produits de deuxième génération qui sont plus efficaces, qui aident les gens à vraiment laisser quitter le tabac pour toujours et cesser donc de fumer. Et c'est ça, en fait, il y a plus d'emphase qui est mise sur la deuxième génération, sur les produits à utiliser, sur comment être vraiment indépendant de tout cela. Donc voilà pourquoi ce grand mouvement se passe. Membre partenaire des CITA, elle pense que la part des Cigalike à l'avenir dans le marché britannique, elle sera marginale, elle continuera d'exister, il y aura toujours de la place pour les Cigalike ou quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on va avoir 5%, 10% de Cigalike ou même à terme, elles ont potentiellement vocation à disparaître? Absolument. C'est ce qui se passe. Et c'est une question de formation, d'éducation, là encore, sur comment les professionnels, la santé publique a un rôle à jouer dans cela. Parce que c'est les produits de deuxième génération qui sont plus efficaces, qui aident les gens à vraiment laisser quitter le tabac pour toujours et cesser donc de fumer. Et c'est ça, en fait, il y a plus d'emphase qui est mise sur les produits à utiliser, sur comment être vraiment indépendant de tout cela. Donc voilà pourquoi ce grand mouvement se passe.
I don't know. I think because obviously Je ne sais pas, ça dépend, parce qu'il faut voir un petit peu quel sera le marché. Il faut être engagé au niveau du modèle SIGA-like. Et c'est là, en fait, l'idée. Attention, il faut voir comment ça va se faire, il faut voir comment les gens vont réagir. Donc, je ne sais pas. On a, bien sûr, l'idée qu'il y aura cette tendance, c'est-à-dire qu'il y aura un rôle utile et permettre, en fin de compte, aux gens de croire que c'est quelque chose de familier, de simple. Et voilà. Et en fait, quand on le compare avec ce qui se passe avec ce qui se passe en France, et bon, il y a pas mal de points en commun, c'est sûr. Et donc, peut-être que c'est possible de changer ces modèles, mais actuellement, parce que le marché est, comment dirais-je, va de pair avec les usagers, eh bien, c'est possible qu'il y ait ce type d'idée. Et bon, mais de toute façon, la proportion a diminué. Et puis, si vous me permettez, une autre comparaison entre France et UK, il y a des limites qui avaient été mises de 12 à 20%, comme on l'a vu. Alors là encore, il faut développer cette idée-là, et puis il y aura d'autres possibilités, parce qu'il y a des personnes voilà, qui ont besoin de plus de nicotine, donc ils vont acheter en dehors du marché français, par exemple. Et puis, c'est intéressant de voir que beaucoup de Français se basent sur cela, alors qu'au Royaume-Uni, on a un niveau qui est plus élevé, 7,5 mg. Et donc, après, ça devient vraiment, ça fait partie de la catégorie des poisons. Bon, bien sûr, attention, c'est différent de la toxicité, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Mais dans la partie droite de ma diapo, on peut voir toutes ces idées. Et donc, la grande majorité qui est en dessous de 20 milligrammes, pardon. Et donc, c'est ça l'idée. C'est vraiment une différence significative au niveau des deux résultats et puis les implications futures. Européenne, on en parlera cet après-midi. Peut-être une petite question d'actualité, parce qu'on a vu récemment dans la presse qu'une société du tabac lançait une cigarette électronique médicament qui s'appelle la Vogue, je crois. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est en débat au sein de l'ESITA. Est-ce que c'est une cigarette électronique ou alors est-ce que c'est du coup un médicament d'outil sevrage tabagique? it's not an electronic cigarette. Pas une Non, c'est pas une cigarette électronique. Bon, c'est impossible, n'est-ce pas, de vendre cela comme un médicament. Bon, mais c'est clair. Et voilà, c'est tout à fait l'idée. Et probablement, ce sera un produit tout à fait légal, intéressant, un peu du genre NRT. Mais c'est mieux qu'un patch, c'est mieux que d'autres solutions, mais attention, c'est pas un médicament et c'est pas non plus une cigarette électronique. Bon, peut-être que ce serait bien aussi de voir des innovations médicales. En effet, ça peut aider et ça peut aider les fumeurs à s'éloigner de la cigarette, tout simplement. En fait, c'est ça l'idée, hein. Alors, l'aspect toxique, là encore, tout ce qu'on a vu hier aussi. Bon. Je pense que, bon, attention, l'aspect toxicité, c'est le point clé de l'ensemble du débat, des produits. Si synthétiser tous vos travaux des derniers mois, je me permets de dire que l'ESITA est à l'initiative d'un rapport qui a été publié récemment sur la toxicité de la cigarette électronique et des liquides principalement, bien sûr. Exactly, yeah. Voilà. Et ce rapport BIBRA a fait écho chez de nombreuses sociétés et puis aussi auprès des pouvoirs publics en Europe. Et il y a aujourd'hui vraiment des débats très poussés sur eh bien, la possible modification d'une réglementation de la toxicité des e-liquides en raison aussi de l'engagement de l'ESITA. We knew there was some... Oui, en fait, on savait qu'il y avait eu des confusions par rapport à tout ce qui avait été dit, la toxicité au niveau de la nicotine, au niveau des doses, au niveau des liquides. Bon, bah, c'est sûr. En fait, on avait fait des calculs, on ne savait pas trop si ça aurait pu être validé ou pas. Et... bien sûr, il faut sonder aussi les experts, voir ce qu'ils pensent, voir ce que les experts disent sur cela, des gens qualifiés dans
terrain, examiner les e-liquides avec la nicotine dans le contexte du CPA et voir au niveau de ces réglementations comment ça se passe pour avoir une réponse définitive à cela. Parce que la responsabilité, n'est-ce pas, pour labelliser la production, c'est ça l'idée, c'est ça qui est important. On dit aux gens comment vendre, c'est votre obligation légale de labelliser de façon correcte, de classifier ces produits. C'est ça l'idée et il faut le faire si on n'a pas... Comment le faire si on n'a pas de classification officielle? Attention, ça a été très différent aussi au niveau de l'Europe par rapport à toutes ces données. Vraiment, on avait des critères aussi différents. Donc, bon, on a fait des erreurs, n'est-ce pas, justement à cause de tout cela, parce que c'était pas précis. On a essayé de l'insérer dans les réglementations précédentes. Et bon, il y a eu des erreurs de fait parce que, voilà, selon aussi le dosage présent. Donc, voilà, je pense que les erreurs faites dans le présent et jusqu'au moment où, en fin de compte, on s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens parce qu'il faut avoir une même classification, un même degré de classification. Donc, en fin de compte, quand on a eu ce rapport, on a pu étudier le fait que 2,5 mg, n'est-ce pas, par rapport aussi aux limites françaises, n'est pas toxique et n'est pas classifié donc dans les normes CAP. Ça a été un choc parce qu'on ne s'y attendait pas du tout à cela. Et on a dit, bon, attendez, ce sont des experts qui ont dit ça, il va falloir un petit peu voilà, utiliser le tout avec précaution et voir ce qu'il en était aussi par rapport aux autres pays européens, n'est-ce pas, et de vérifier cela. Bon, et Ricardo Polos a en effet jeté un œil sur cela et il a et puis aussi mon rapport, et puis le professeur dont je parlais il y a un instant qui m'a aidé. Et donc, bon, je pense que tout le monde a trouvé un accord sur le fait que tout était correct par rapport aux résultats et aussi par rapport au ministère de la Santé. On a pu voir les responsabilités au niveau des classifications qui avaient été fournies et aussi, bien sûr, trouver un accord sur la Commission européenne. Et là encore, on leur demande un accord, une opinion, hein, de donner leur idée. Et puis, la Commission ne répond pas. Et quelle surprise, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Il faut voir ces standards, ces normatives, et il faut voir que tout soit correct, que tout soit précis. Et puis, nous sommes en effet très présents. On veut que chacun soit aussi actif que nous au Royaume-Uni. Et il faut que chacun soit, je dirais, précautionneux et suive ces directives, ces réglementations, ces classifications de près. On a une obligation parce que c'est quelque chose que nous devons faire pour nos usagers, n'est-ce pas? Il faut que nous soyons clairs sur cela et on a d'ailleurs un blog aussi qu'on a créé pour être clair, je dirais, et puis honnête par rapport à tout ce qui est dit. Et donc, il faut vraiment avoir un document qui va être traduit, d'ailleurs, et j'espère que ce document sera bien traduit parce qu'on pourra avoir vraiment des bonnes informations. Vous pourrez vous-même, évidemment, le lire, en prendre connaissance et voir quels sont tous les points étudiés. La traduction sera faite dans quelques jours en français et on aura la possibilité, donc vous aurez la possibilité de vérifier pour la énième fois ces résultats. Et voilà, donc je pense qu'aucun des produits e-liquides aura besoin d'avoir comment dirais-je, l'étiquette en tant que produit toxique. Tu dis qu'on est au clair par rapport à ces conclusions. C'est vrai qu'il y a des dialogues en ce moment avec la DGCCRF en France, avec les pouvoirs publics britanniques également. Est-ce que tu as le sentiment que le rapport BIBRA suffit à lui-même, qu'il n'y a plus besoin d'autres études sur la toxicité des e-liquides, ou alors il va falloir encore mener d'autres études pour convaincre les pouvoirs publics de procéder à la modification, notamment auprès de l'Union européenne et de ce règlement CLP? Wait a minute. Sorry. Oui, nous avons cela. Bilingue en français, mais elle a accepté gentiment de parler anglais, mais tu es polyglotte, on te remercie. It's really difficult because I've been thinking in French for the last day and a half. I'll try and stick with English. But Oui, nous avons un autre rapport. Qui sera actualisé? Est-ce qu'il est prévu déjà de
remener une étude pour le compléter ou pour No, le préciser? Non. it's not a study for. Non, ce n'est pas une publication en elle-même. En fait, on l'a publié, mais on a, si vous voulez, des études. Le professeur Mayer en Autriche avait déjà publié certains de ses résultats. Et d'ailleurs, il est là. Je pense que je l'ai mis dans ma diapo suivante. Non. Bon, bref, en tous les cas, il a publié des documents sur combien la nicotine tue les êtres humains, et on le verra d'ailleurs. Donc, il y a une notion, en fin de compte, de tout cela et comment les gens peuvent réagir à ces données et voilà. Donc la question, c'était aussi de voir ces 16 mg ou 60, pardon, et voir quelle est la donnée idéale par rapport à tout cela. Mais monsieur le professeur a été très clair et chacun a trouvé un accord que c'était une bonne donnée et que la plupart des personnes avaient pris cela en considération. Et donc, c'était ce point sur le niveau de toxicité qui devait être étudié et puis voir quels seraient les développements. Et je pense que, voilà, il faut voir les classifications CLP et voir ce qui en ressort parce que c'est tout ce qui concerne ces points. Alors, rien ne concerne l'inhalation de produits chimiques, par exemple. Et quand on a eu ces résultats du rapport dont vous parliez, il y a eu un consensus. Et on voulait, bien sûr, comme toujours, protéger les consommateurs, les usagers. Voilà, on s'est dit, attendons un instant, il faut protéger les personnes de quoi? Ce n'est pas toxique. De quoi voulons-nous les protéger? Contre quoi? C'est un choc de penser un peu de cette manière-là, n'est-ce pas? Il y a ce que l'on fait avec le lapin, le rat. Vous avez aussi parlé de produits vaisselle pour illustrer l'impact que pouvait avoir ce rapport sur l'avenir de la réglementation de la cigarette électronique. Ces points, on va les aborder à nouveau cet après-midi lorsqu'on parlera de la directive européenne, parce que c'est vrai que le rapport impacte très fortement la transposition de la directive européenne. On doit conclure sans tarder, Catherine, déjà ce matin, mais il y avait encore d'autres éléments que tu voulais aborder par rapport à la situation britannique sur vos travaux à l'ECITA. Seulement ça. Just the labeling. Sur l'étiquetage. Oui. Yeah. Juste la labellisation, parce que bon, on sent ces symboles toxiques, c'est tout ce qu'il fallait pour être sûr que ce soit sain. Sur l'étiquetage qui aujourd'hui n'est pas adapté, qui pourrait être simplifié. Alors là, vous avez mis par exemple l'interdiction de vente aux mineurs. Exact. Ouais. Ok. Yeah. Ok. Exactement, oui. À l'ECITA, les futurs projets pour pour la fin 2014, pour l'année 2015, ça va être principalement la transposition de la directive et le dialogue avec la NHS. Pas forcément la NHS, mais nous travaillons surtout sur les standards, la normalisation. C'est une grande partie du travail parce que bon, le département de la santé a indiqué qu'il y a certains standards britanniques qu'il faut implémenter dans la directive. Et pour nous, c'est effectivement notre travail. On a toujours essayé de bien avoir une structure dans cette réglementation. Et c'est le train quotidien en fait. D'être venu à Paris pour nous parler du marché britannique. On n'aura pas le temps de prendre des questions pour le moment parce qu'il y a Mohamed Larichi de l'association marocaine qui va venir prendre la parole sans tarder. Mais on peut vous retrouver tout au long du salon parce que vous restez jusqu'à demain soir. C'est Ouais. ça. Merci. Exactement, c'est ça. Merci.